Bonjour et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Cette semaine, on commence avec les informations concernant la politique américaine, puisqu'on attendait notamment une prise de position ferme par la nouvelle représentante du Parti démocrate. Et depuis le dernier épisode, elle s'est bel et bien prononcée en faveur des cryptos, ayant notamment déclaré qu'elle souhaitait prendre des mesures permettant à ce secteur de se développer, sans préciser de quelles mesures il s'agit exactement. C'est un peu vague, mais c'est toujours mieux que rien. Et côté Trump, la dernière fois, on avait entendu parler d'une promesse que quelque chose de grand allait arriver, sans trop savoir quoi non plus. Il semblerait qu'il s'agisse d'une plateforme de finances décentralisée destinée à lutter contre l'influence des banques et de l'élite financière. Un choix d'objectif un peu étrange puisque le Bitcoin remplit très bien cette fonction depuis 2009 et que ce n'est pas une application de finance plus ou moins décentralisée qui va révolutionner tout ça. En prime, je doute que la plateforme à venir sera complètement libre de toute influence de Donald Trump, peu importe quelle fonctionnalité elle offre. Côté finance, ensuite, après Solana, c'est au tour d'Avalanche de faire l'objet d'un regain d'intérêt. Il y a quelques jours, Grayscale a annoncé le lancement d'un trust qui lui est dédié. Et avec ce trust, les investisseurs peuvent parier sur le cours de la VAX sans avoir à en acheter et se soucier du stockage, du staking, etc. Cela dit, ça n'est pas un ETF qui est disponible publiquement en bourse. L'ETF arrivera bien après cette phase, et il n'arrivera que si ce trust a un certain succès auprès des investisseurs les plus fortunés, qui sont les seuls autorisés à y investir pour l'instant. Par ailleurs, sachez que Grayscale n'est pas la seule entité institutionnelle à s'intéresser à Avalanche. La société de placement Franklin Templeton vient également d'annoncer le déploiement d'un fonds d'investissement sur le réseau Avalanche. Le fonds en question, dénommé Franklin On-Chain US Government Money Fund, est un fonds composé à 99,5% de bons du trésor américain, d'argent liquide et d'emprunts à court terme entièrement garantis par ces deux dernières catégories d'actifs. Suite à cette annonce ainsi que la précédente, le prix de la VAX a augmenté de 40% pour monter jusqu'à 28$, bien que cette augmentation coïncide également en partie avec celle du prix du Bitcoin qui a pris un peu moins de 10% sur la même période. Sur Optimism ensuite, un énorme bug a été découvert récemment, il date d'une mise à jour réalisée en juin. En effet, c'est à ce moment que le réseau de deuxième couche avait déployé son système de preuve de fraude, qui est un système absolument nécessaire à la décentralisation du réseau. Sans preuve de fraude, les utilisateurs lambda ne peuvent pas participer à la vérification du bon fonctionnement du réseau, et c'est un problème majeur. Malheureusement, le module de preuve de fraude publié en juin pour cette raison a dû être désactivé il y a quelques jours. Une série d'audits communautaires a révélé plusieurs failles dans le système dont l'une d'entre elles aurait notamment, théoriquement, pu permettre l'exécution de codes arbitraires, ce qui aurait porté atteinte au fonctionnement du réseau. Je dis théoriquement parce que l'audit n'a pas été accompagné d'un exemple de méthode pour exploiter cette vulnérabilité, et que l'équipe Optimism estime que cette vulnérabilité n'est pas vraiment exploitable à cause des systèmes de protection de la mémoire dont dispose le Runtime Go. Mais dans le doute, ils ont quand même préféré désactiver tout ça en attendant une correction. Et puis, de toute façon, il y avait d'autres vulnérabilités, bien qu'elles soient moins importantes. Dans ce contexte troublé pour Optimism, c'est Sony qui a décidé de débarquer sur l'OP-Stack. Le conglomérat japonais a effectivement annoncé la naissance d'un réseau de deuxième couche basé sur la technologie Optimism et baptisé Soneium, ou Sonium, pas sûr de comment ça se prononce. En tout cas, il s'agira d'une blockchain publique sur laquelle se trouveront des jeux vidéo Web3, des places de marché NFT et autres services liés au divertissement. En outre, il est mentionné que Sony explorera différentes possibilités concernant la protection de la propriété intellectuelle, de nouveaux mécanismes relatifs aux droits d'auteur et de nouveaux moyens pour les créateurs d'être actifs dans les mondes virtuels autant que le monde réel. Alors ne vous faites pas d'illusions, cette blockchain a beau être publique, elle ne sera pas décentralisée pour un sou. Et elle risque d'être particulièrement limitée en matière d'interaction avec l'extérieur. Puisque si par exemple Sony permettait l'apparition sur sa chaîne d'un pont qui transfère les actifs Soneium vers d'autres chaînes, ils ne seraient pas en mesure de vérifier après l'exfiltration de leurs actifs si oui ou non les droits d'auteur ont été payés. Soneium ne sera clairement pas une blockchain correspondant aux idéaux des cypherpunks et du Web3. J'imagine que ce sera plutôt une espèce de parodie corporatiste et anticonsumériste qui porte un masque de peau découpé sur le cadavre des idées de Satoshi Nakamoto. Ce sera probablement toujours mieux qu'une plateforme centralisée comme la Steam Marketplace, ses points et ses cartes à la noix de coco, mais certainement pas beaucoup mieux non plus. Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, au moins c'est a priori une exploration sérieuse et une vraie tentative de créer quelque chose de solide, pas comme les jeux Atari de l'autre fois. C'est juste qu'il ne faut pas non plus trop se faire d'illusions sur la nature du machin. On reste sur un réseau créé par Sony, c'est la même société qui a installé des virus sur vos ordinateurs en 2005 pour vous empêcher de faire ce que vous voulez avec vos CD, et qui a provoqué un tas d'autres scandales jusqu'à très récemment avec leurs pratiques. Quoi qu'il en soit, un testnet sera lancé prochainement, et c'est donc un réseau qu'il faudra surveiller dans les mois à venir, ne serait-ce que parce qu'il permettra peut-être d'aider de nombreux clients Sony à faire leur premier pas sur une blockchain. Et maintenant, passons à l'info suivante avec la dernière nouveauté chez Circle, le numéro 2 des monnaies stables. En effet, vous le savez certainement, le dollar domine le marché et de très loin, et l'USDC de Circle est un pilier de cet écosystème.
Mais ce n'est pas la seule monnaie stable qu'ils ont créée, puisqu'il existe aussi un EURC, un euro de Circle, qui est malheureusement présent sur un nombre trop restreint de plateformes et qui n'est pas vraiment populaire. Les masses monétaires M0 des euros et des dollars sont à peu près équivalentes, mais les dollars numériques de Circle ont littéralement une capitalisation 600 fois plus élevée que leurs euros numériques. Et c'est sans parler des autres dollars numériques comme l'USDT qui alourdissent encore ce déséquilibre. C'est assez clair, l'Europe a complètement raté le tournant de la blockchain, et bien que la réussite des États-Unis soit essentiellement accidentelle puisqu'elle n'est pas due à un effort conscient de leur législateur ou de leur gouvernement, et simplement au statut des États-Unis dans l'économie mondiale, les choses sont ce qu'elles sont et l'euro n'a pas la place qu'il mérite dans le monde de la crypto. Mais la dernière annonce de Coinbase va peut-être enfin faire pencher un peu la balance du côté de l'euro puisque la célèbre plateforme d'échange, qui détient par ailleurs quelques parts de société de Circle, a annoncé que les EURC seraient bientôt échangeables directement contre des euros 1 pour 1 sans aucun frais. Ce qui veut dire absolument aucune perte de valeur possible en échangeant des EURC contre des euros. Et donc Coinbase deviendra le meilleur choix de plateforme quand vous devrez convertir vos cryptos en euros réels si vous détenez des EURC. Bien sûr, ça n'empêchera pas les paires crypto-EURC d'avoir moins de liquidité et de volume que les paires USDT ou USDC, mais c'est quand même un premier pas vers la réhabilitation de l'euro comme monnaie numérique viable sur la blockchain. Et maintenant, pour en finir avec les infos du jour, il est temps d'aborder celle qui a fait l'objet de la miniature, le kidnapping de 2 anciens employés de BitConnect. Pour ceux qui ne connaissent pas, BitConnect était une arnaque crypto à base de schéma pyramidal qui avait battu des records en 2017 avant de subitement couler comme toutes les arnaques du genre. Et malheureusement pour les gros naïfs qui ont acheté des jetons BitConnect, leur argent n'est jamais revenu et ne reviendra probablement jamais. C'est gênant quand on a perdu 1000 €, mais il y en a qui en ont perdu un peu plus que ça. Et c'est apparemment le cas de Shailesh Babulal Bhatt, un Indien qui en a eu marre d'attendre que la justice fasse son travail. Après des années d'attente alors que le créateur de BitConnect est toujours en fuite, cet investisseur a décidé de simplement séquestrer 2 anciens employés de BitConnect et exiger une rançon de plus de 2000 bitcoins, 11 000 litecoins et 1,7 million de dollars en liquide, ce qui fait à peu près 125 millions de dollars en tout. Mais pas de chance pour lui, il a récemment été arrêté par les autorités indiennes qui en ont profité pour saisir 52 millions de dollars obtenus grâce à ce crime. On aurait préféré entendre qu'ils ont réussi à retrouver le coupable numéro 1, mais étant donné ce qu'il a fait, il y a des chances qu'on ne le retrouve pas, simplement parce qu'il est enterré quelque part. En tout cas, c'est la fin des actus pour aujourd'hui, et un rappel parmi d'autres qu'il faut toujours étudier ce qu'on achète. Les meme coins d'aujourd'hui ne sont pas bien différents des BitConnect d'hier, alors faites attention à vous et passez une bonne fin de semaine. On se retrouve le 8 septembre pour le prochain JT. A bientôt!